Bonjour, Alissa de Véhicule électrique Simon-André. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon frère Guillaume. La semaine dernière, on vous a demandé sur Facebook de nous poser des questions, donc c'est aujourd'hui qu'on y répond. Prêt? Je suis prêt. Parfait. Première question, quel est ton véhicule électrique préféré et pourquoi? Définitivement, mon véhicule électrique préféré, c'est la Tesla Model S Plaid. Ben, tout simplement parce que je suis un amateur de performance, puis j'adore ce véhicule-là parce que c'est le plus puissant qui existe. Je veux dire, même qui clenche à peu près tous les véhicules à essence, c'est le véhicule le plus rapide. J'adore aussi l'autopilote. Le FSD, ben là, faut aimer les sensations fortes. Là. On s'entend, c'est vraiment pas au point. En ville, là, c'est peurant. On dirait que c'est un jeune de 10 ans qui conduit. Mais bon, j'adore l'ensemble de l'œuvre de ce véhicule-là technologiquement. C'est sûr que quand on a connu Tesla, c'est dur de conduire d'autres choses, fait que c'est vraiment mon préféré. Super. Deuxième question, je possède une Chevrolet Bolt 2019. Est-ce que je dois faire modifier quelque chose sous la voiture pour protéger la batterie et ses composantes contre le calcium? C'est sûr que n'importe quel véhicule, que ce soit électrique, à essence, diesel, n'importe quoi, c'est, je veux dire, avec les climats du Québec, OK, les roches, le sel, tout le calcium sur les routes, je veux dire, le véhicule va rouiller, puis il faut vraiment le protéger. Donc, ça prend une protection anti-rouille, bien sûr, puis moi, je recommande, si vous voulez garder votre véhicule pendant comme 10 ans, faites-le protéger. Si vous êtes du genre à changer de véhicule aux 2 ans, pas besoin. Je veux dire, je pense pas que vous allez voir La dégradation. c'est ça, la dégradation au bout de 2 ans, mais sinon, faites-le protéger. Un bon anti-rouille, faites affaire avec des spécialistes parce que faut pas avoir peur d'en mettre autour de la batterie, vers certaines places, des fixations de la batterie. Puis savoir aussi où ne pas en mettre. Donc, c'est là l'important de faire affaire avec des gens qui font d'anti-rouille spécialisés dans l'électrique. Puis selon les spécialistes, j'imagine qu'il y en a que c'est à chaque année, puis il y en a que c'est aux 3 ans. Ben, tu sais, c'est sûr que minimum aux 2 ans, là, mais sinon, c'est quasiment à chaque année, là, un petit rappel. Parfait. Est-il dommageable pour la batterie d'un Kia Soul 2022 de le brancher toutes les nuits durant l'hiver, même si la batterie n'est pas vide, simplement pour partir avec un véhicule chaud le matin? Ben moi, je dis, branchez votre véhicule électrique, branchez-le à tous les jours. Il y a à peu près tous les véhicules maintenant ont un setting qu'on peut choisir pour ne pas charger 100% tous les jours parce que bon, c'est dommageable à long terme de toujours charger sa batterie à 100%. Donc, on vise 80-90%. Mais ce que je dis, c'est que branchez-le à tous les jours parce que vous ne savez pas si vous allez avoir une urgence, avoir à faire un 200-300 km à faire qui n'était pas prévu. Donc, branchez-le à tous les jours, c'est le meilleur moyen. Puis, c'est pas dommageable pour la batterie de recharger là, à tous les jours, même que c'est mieux justement de ne pas faire de cycle complet tout le temps. Vous êtes mieux de jouer tout le temps mettons, décharger à 40%, la recharger à 80%, toujours faire des choses, des cycles comme ça. Y a-t-il une compagnie aftermarket qui travaille sur les bras de suspension plus robustes pour les Tesla Model S? Bon, Tesla Model S et aussi Tesla Model 3 Y qui ont à peu près tous le même problème. C'est des multibras en aluminium qui usent prématurément, on va dire. Donc, même souvent, les propriétaires, même sous garantie, vont avoir à faire remplacer leur bras de suspension. Donc, ça inquiète les propriétaires quand le véhicule sera plus garanti, puis ça va coûter des milliers de dollars changer les bras de suspension. Donc, oui, il y a des compagnies qui ont déjà sorti des bras aftermarket. C'est un peu tôt pour dire s'ils vont être plus robustes que ceux d'origine, mais à date, ça démontre une très bonne fiabilité. Donc, oui, il existe une alternative dans l'après-marché qui est super intéressant. Est-ce que le right to repair ou droit de réparer sa Tesla a cheminé auprès de nos instances gouvernementales afin qu'on ne soit pas coincé uniquement avec le concessionnaire pour obtenir certaines composantes? Bien, le right to repair, c'est super intéressant. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le droit à la réparation. Il y a plusieurs États aux États-Unis qui ont voté en faveur de cette loi. Donc, ça oblige le manufacturier à donner accès aux propriétaires, aux garagistes, le service manuel, les plans électriques, la reprogrammation, les procédures pour remettre en route le véhicule, remplacer des pièces pour justement ne pas être captif du manufacturier et des concessionnaires. Donc ça, c'est hyper important. Puis moi, je défends ça énormément. Sauf que j'ai d'autres choses à faire que de la politique, mais je veux dire, c'est vraiment les propriétaires. Moi, j'ai un peu un parti pris parce que je suis le réparateur. Donc, c'est sûr que je veux avoir le plus d'accès à l'information, mais il faut vraiment que la pression vienne des propriétaires. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens d'être
captif du manufacturier de notre automobile si on veut le garder, puis ça coûte des dizaines de milliers de dollars à faire remplacer des composantes sur notre véhicule. Donc, il faut avoir accès aux alternatives, avoir accès aux pièces, accès aussi à la réparation, puis aux procédures pour faire la... C'est nécessaire parce que quand Tesla, par exemple, ne pourront pas fournir, quand il n'y aura plus la garantie sur tous les modèles 3 qui sont là en ce moment sur les routes, ils n'auront pas la capacité de fournir un service à tous ces gens-là, dans le fond. C'est ça, fait que ils n'ont pas les infrastructures pour, dans l'après-marché, puis je pense que le but, c'est pas de faire des réparations après garantie. Donc, il va falloir développer ce marché-là, puis on a des énormes défis à faire face les centres de réparation pour les années futures dans les véhicules électriques. Ma Kia Soul EV 2019, 137 000 km, a maintenant un State of Health, un état de santé de la batterie, de 85 Peut-on remplacer là où les cellules qui en sont affectées pour retrouver l'autonomie initiale du véhicule? Donc, ça, le State of Health, c'est l'état de santé de la batterie. 85 c'est encore très bon, c'est juste 15 de dégradation. J'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu mieux aussi, ça dépend des véhicules, mais je dirais que la plus grosse dégradation est aux premiers 50 000 km du véhicule, puis après ça, ça se stabilise beaucoup. Puis là, on a vraiment une pente descendante flat, mais au début, c'est là qu'on a la plus grosse perte d'autonomie, c'est la première, deuxième année du véhicule. Pour, après ça, améliorer le state of health, il n'y a pas de solution miracle, puis c'est pas en changeant une cellule. La dégradation de la batterie, c'est le pack au complet, donc c'est l'ensemble des cellules qui vont se dégrader normalement également. Si on a une cellule en problème, on n'aura tout simplement plus d'autonomie ou le véhicule va être en panne. Là, on peut remplacer une cellule ou remplacer un bloc, mais sinon, je veux dire, c'est vraiment l'ensemble du pack au complet là, qui est problématique si on a une grosse dégradation de batterie. Les compagnies d'assurance demandent de plus en plus l'installation d'un tag pour les véhicules. Au niveau des véhicules électriques, est-ce que c'est plus dur de les voler? Voler des véhicules, je veux dire, électriques, normalement, oui, c'est un peu plus difficile parce que dans les véhicules à essence, on va avoir un anti-démarreur avec un immobilizer qu'on appelle. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens encore qui ont l'expertise ou qui se sont penchés sur voler des véhicules électriques, désimmobiliser un moteur électrique. Donc, on appelle le terme désimmobiliser parce que par défaut, le moteur est immobilisé. C'est un peu plus complexe qu'empêcher un moteur de démarrer. Mais, bon, c'est très rare que des véhicules électriques se font voler, mais on ne sait pas, peut-être que dans l'avenir, justement, à cause du prix des batteries, les batteries ont une valeur vraiment énorme. Peut-être que ces véhicules-là vont se faire voler, mais à date, il n'y a pas beaucoup de vols de véhicules électriques de répertoriés. Donc, ben bon, des fois, je pense que les politiques des assurances, donc on ne peut pas contrôler ça. Eux autres veulent avoir un tag. Ils ont peut-être un deal avec cette compagnie-là. Quand doit-on changer l'antigel pour chauffer ou refroidir la batterie d'une Tesla Model 3 2018? La mienne est rendue à 200 000 km. Bon, l'antigel, c'est pas comme dans un moteur thermique. Dans une voiture électrique, c'est pas le nombre de kilomètres qui va définir le remplacement de l'antigel, tout simplement parce que c'est pas relatif à l'usure. C'est vraiment plus en temps, après 8 ans. Que là, il faut vérifier l'antigel, mais ça peut être aussi des contaminants, ça peut être des pièces défectueuses qui ont engendré une dégradation de l'antigel, quelqu'un qui a mal fermé son bouchon, des choses comme ça. Fait que moi, je dirais c'est à chaque année, en même temps que les pneus d'été, l'installation des pneus d'été, c'est de faire vérifier les liquides. Donc, les liquides d'antigel, premièrement, il y a la couleur, puis on peut aussi tester avec des baguettes pour tester la durée de vie de l'antigel, réfractomètre, c'est des outils qui existent pour tester ça. Et aussi tester l'huile. Encore plus important que l'antigel, c'est le liquide de frein, que dans un véhicule électrique va se dégrader plus rapidement même que dans des véhicules à essence. Fait que le liquide de frein est super important à faire vérifier aussi. Mais c'est au besoin. C'est pas nécessairement après tant d'années, tant de kilomètres. Le manufacturier suggère quand même après un certain nombre d'années ou de kilomètres, mais moi, c'est vraiment au besoin. Pourquoi un RAV4 2017 all-wheel drive hybride ne peut-il pas être tiré sur un dolly derrière un VR? Est-ce que le moteur roue arrière sans être sollicité pourrait être considéré comme traditionnel roue arrière? Donc, tirer un véhicule électrique, c'est à peu près toute la même chose c'est la même chose pour tous les véhicules électriques ou hybrides. Donc, un moteur électrique, c'est que le manufacturier ne recommande pas de tirer le véhicule.
tout simplement parce que le moteur électrique ne peut pas être désengagé comme une transmission. La plupart, je veux dire, les roues sont directement reliées au moteur électrique. Donc, si vous faites rouler les roues, ben là, il faut que le moteur soit géré, puis ça, c'est quand même assez complexe. Donc, ça peut créer même des dommages dans l'onduleur parce que, bon, quand vous tirez un véhicule, ça va recharger la batterie. Sinon, si le moteur est désalimenté, ça peut faire vraiment Un champ un champ magnétique. magnétique dans l'onduleur, tout ça, puis endommager les composantes. Fait que, donc, c'est pourquoi les manufacturiers disent tout simplement de ne pas tirer un véhicule électrique. Mais, tu sais, exemple, dans le cas d'un Chevrolet Bolt, je veux dire, il y a le moteur électrique en avant, les roues en arrière ne sont pas entraînées, pourrait très bien être sur un dolly en désactivant les freins de stationnement. Donc, ça, c'est une procédure quand même assez complexe, mais je veux dire, les roues arrière, il n'y a aucun mécanisme d'entraînement relié. Donc, pourrait très bien être tiré sur un dolly, mais c'est vraiment ça, les véhicules électriques. Il n'y a à peu près pas de véhicules ou peu de véhicules qui peuvent être remorqués à part sur un dolly. Pourquoi la prise CCS Combo 1 de Tesla ne fonctionne pas sur certains modèles comme les 2020? Est-ce que les modèles 2022 fonctionnent sans mise à jour? La mise à jour semble venir seulement en 2023. Donc, pour mettre en contexte un peu, ceux qui ne sont pas habitués avec ce terme-là, donc il existe 3 types de prises finalement là, dans les charges de niveau 3. Il y a Tesla qui ont leur propre prise pour les superchargers. Il y a la prise CHAdeMO qui est plus pour les véhicules japonais puis qui est en disparition. Puis il y a Combo CCS. Donc avant, Tesla avait un adaptateur CHAdeMO, l'ont encore, puis c'était compatible avec les modèles 3. Et donc, ils ont fait aussi en 2021, ils ont rendu compatibles les recharges CCS avec un adaptateur qu'ils vendent maintenant en Amérique du Nord. Donc, ça permet de charger beaucoup plus rapide, comme 150 kW. Donc, pourquoi les véhicules avant, donc de 2018 à 2020, ne sont pas compatibles et pourquoi maintenant ils le sont? C'est qu'il y a une chip là, PLC qui fait la communication entre la borne et le véhicule. Qui, à partir de 2021, est présente dans l'ordinateur du port de charge. Et 2018-2020, cette chip-là n'était pas présente. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment possible de faire le rétrofit. Tesla s'en vient avec quelque chose l'année prochaine qu'ils disent pour faire un rétrofit, pour pouvoir mettre les nouveaux ordinateurs avec le PLC dans les plus vieux. Mais il y en a qui le font avec des harnais achetés sur Internet. Mais je vous dis, idéalement, ne pas faire ça parce que ça triche les valeurs de température du port de charge, puis ça peut être problématique, dangereux. Puis dans le cas d'un feu, si vous avez triché les valeurs de température du port de charge, ça peut être vraiment problématique. Là. Donc nous, on a pris la décision de ne pas offrir ce rétrofit-là. Tesla s'en vient avec quelque chose qui va être sécuritaire, donc vous allez pouvoir le faire, donc soyez patient. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour booster le HP Torque d'une Model 3 Performance? Si oui, à quel genre de gain doit-on s'attendre? Bien, la Model 3 Performance, le moteur là, de 800 ampères, il est déjà maxé au maximum. Là. Il est déjà à son max. On pourrait jouer sur la courbe de torque, un peu plus de cooling. Il y a des choses qu'on peut aller chercher, mais c'est minime. Il est déjà pas mal à son maximum. Puis, aller chercher plus d'un gain de puissance, il faudrait modifier le logiciel du moteur. Puis là, c'est super contraignant parce que là, les propriétaires n'auraient plus le droit ils ne pourraient plus faire de mise à jour sur son moteur, donc on ne veut pas aller là. Donc, le Model 3 Perfo, là, est déjà pas mal au maximum. Là. Vous pouvez jouer sur le tuning autre que le moteur, mais mécaniquement. Elle n'est pas bloquée, là, vraiment. Là. C'est ça. Selon vous, quel est le meilleur véhicule entre la Bolt EUV ou la Kona? En ce moment, j'ai un petit penchant pour la Polestar 2. Ben, c'est 3 véhicules qui semblent assez intéressants. La Polestar n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est très dur à dire. C'est un jeune constructeur, je veux dire, dans l'électrique. Donc, n'a pas beaucoup de données encore de fiabilité, tout ça, long terme. Mais Bolt, oui, c'est un véhicule qui est extrêmement fiable. J'appelle c'est des tanks, ces véhicules-là, c'est extrêmement fiable. Puis dégradation de batterie, il n'y en a pas ou presque pas. Donc, j'adore ce véhicule-là. Kona, ben, l'avantage, c'est peut-être un peu plus technologique, plus de confort, une meilleure finition. Donc, la Bolt à ce niveau-là, un petit peu moins intéressant, mais ça dépend vraiment de ce que vous priorisez. Si vous voulez un véhicule que vous allez
garder très longtemps, vous voulez qu'il soit fiable, allez-y avec la Bolt. Sinon, c'est plus genre techno puis confort, allez-y avec la Kona. Ils sont quand même comparables sinon en termes de grosseur, format. C'est Ouais. quand même deux véhicules très comparables. Oui, oui, effectivement. Pourquoi seulement les Tesla ont un mode chien? Bien, le mode chien dans le Tesla, ça a été mis avec des mises à jour. Tesla, c'est encore un des seuls qui fait des mises à jour à distance très régulièrement. Donc, des fois, ça peut être aux 2 semaines. Donc, ils implémentent plein de nouvelles fonctions puis de la technologie. Donc, ils sont très avant-gardistes, même des fois trop. Ça cause des problèmes. Ils font une mise à jour, puis ils font 3 autres mises à jour pour corriger la mise à jour qu'ils ont fait. Donc, sont très avant-gardistes, comme je disais. Puis, je pense que le mode chien va venir dans les autres véhicules. C'est juste une question de temps qu'ils vont suivre. Normalement, là, ça prend 5 ans aux manufacturiers pour regarder ce qui se fait. Ceux des plus innovants, comme Tesla, puis les autres manufacturiers vont suivre après ça. Parfait. Puis pour le mode chien, pour ceux qui savent c'est quoi, je mettrai une image, mais dans le fond, ça l'indique aux gens autour que le véhicule a une température acceptable pour que le chien puisse rester dans la voiture sans que les gens appellent la police ou brisent les fenêtres. Je possède un modèle S 2018 avec 78 000 km. Un technicien m'a dit que la batterie 12 volts avait une nouvelle chimie. Quand doit-elle être remplacée? Doit-on attendre qu'un message nous l'indique? Bon, la batterie 12 volts, donc tous les véhicules électriques ont une batterie 12 volts, tout simplement parce que ça vient démarrer, mettre en marche le système 400 volts, donc la haute tension du véhicule, puis tout fonctionne sur le véhicule, tous les appareils électroniques fonctionnent 12 volts. Donc, cette batterie-là, comme dans un véhicule à essence, va être sollicitée, mais moins, elle va être sollicitée différemment, plus en capacité et non en démarrage. Elle n'a pas beaucoup besoin d'ampérage. Donc, c'est une batterie acide plomb standard qui a beaucoup de CCA, donc des cold crank, d'ampérage, démarrage à froid. On n'a pas besoin de ça dans un véhicule électrique. On veut de la réserve. Donc, c'est pour ça que Tesla ont sorti des batteries nano-carbone qui fait qu'ils durent beaucoup plus longtemps, puis moins de sulfatation. Là, bon, je ne rentrerai pas dans la chimie, mais bon, à ce temps maintenant, les manufacturiers vont y aller avec des batteries AGM, Tesla nano-carbone et maintenant même des batteries lithium-ion, que je veux dire, là, ça sera presque jamais à changer là, dans la durée de vie du véhicule. Puis sinon, oui, Tesla vont indiquer là, dans le tableau de bord quand c'est à changer, quand elle a besoin d'être remplacée. Sinon, c'est ça. Vous allez vraiment avoir un message. Là. Dans le cas de Tesla, ils vont vraiment afficher un message comme par prévention de dire « Allez faire changer votre batterie avant que vous restez en panne ». Ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres véhicules électriques. Vous allez avoir une surprise le matin à moins 20. Le véhicule va être un sapin de Noël, le tableau de bord, puis vous ne l'avez pas démarré. Peut-être c'est la batterie 12 volts. Est-ce qu'avant l'hiver, on peut faire vérifier en changeant nos menus, on peut-tu faire vérifier une batterie 12 volts, savoir c'est quoi sa durée de vie restante? Oui, oui, c'est possible de faire vérifier la batterie 12 volts là, sur les autres véhicules, les non-Tesla. Donc, on peut tester la batterie. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Avez-vous une liste de prix pour les services d'amélioration disponibles sur un véhicule électrique? Exemple, changement de batterie, changement de câble de haute tension sur RAV4, Prime ou Volt, conversion de véhicule. Sinon, la personne voulait savoir est-ce que convertir son Ford Escape en hybride, ça peut être moins cher qu'un Ford Escape neuf. Donc, est-ce que la conversion de véhicule, ça vaut la peine? Beaucoup de questions là-dedans, mais définitivement, faites pas convertir votre Ford Escape, ça ne revient pas moins cher qu'un Ford Escape électrique. Je veux dire, convertir un véhicule à essence à l'électrique, ça demande énormément de temps, d'ingénierie, de modification. C'est pas juste de changer un moteur puis la batterie, là, ça implique énormément de modifications. Donc, les conversions, c'est plus dans notre division Ngenex, on fait ça vraiment plus pour des véhicules hors route et des besoins très spécifiques. Sinon, ben, on n'a pas vraiment de liste de prix déterminée. On y va plus, je veux dire, selon cas par cas, client par client, parce que ça peut être très différent, un remplacement d'un module de batterie sur un modèle S qu'un autre client sur un autre modèle S. Je veux dire, on y va plutôt à l'heure. C'est parce que c'est dur de déterminer c'est quoi exactement la réparation va impliquer, c'est quoi les pièces qui vont être en cause. Donc, c'est vraiment plus, on va demander de faire un diagnostic premièrement sur votre véhicule. Ce diagnostic-là peut prendre plusieurs heures. Et ensuite, là, on va arriver avec un coût pour une estimation pour les réparations de votre véhicule. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis encore là, pour le changement de batterie, ça varie selon le prix des batteries qu'on est capable d'acquérir, puis le prix de votre batterie en échange. Fait que là aussi, on peut donner un approximatif, mais ça varie.
Peut-on en France vous commander des pièces d'occasion pour véhicules électriques? Oui, bien, c'est enginext.ca. C'est un centre de démantèlement de véhicules électriques. On achète des véhicules perte totale, qu'on va démonter pour les pièces. Avec les batteries, justement, les moteurs, on va faire des conversions. Ça, c'est notre côté ingénierie, mais tout le reste des pièces sont disponibles. Donc, super intéressant, les carrossiers, les garages de mécanique ou même les gens qui vont réparer eux-mêmes leur véhicule. On a beaucoup de pièces disponibles et oui, on expédie ces pièces-là à l'international. Est-il préférable de vendre notre véhicule électrique aussitôt la garantie terminée? Je trouve le prix des pièces de rechange exorbitant. Bien, ça dépend. Si vous faites de l'anxiété parce que votre véhicule demain matin n'est plus garanti, moi je vous dis D'acheter une garantie prolongée en premier. soit acheter une garantie prolongée ou, je veux dire, vendre votre véhicule. Il y a des gens qui ne vivent pas bien avec le fait qu'ils ont un véhicule qui n'est plus garanti, crée de l'insécurité. Bon, là, je ne peux pas régler ça, mais ce que je peux régler, par exemple, c'est si vous avez un véhicule qui est plus garanti, puis au lieu de remplacer justement une batterie à 23 000 bien, on peut aller réparer votre batterie ou remplacer, exemple, un module électronique à 3 000 au lieu de la remplacer complètement, on peut aller réparer la pièce pour quelques centaines de dollars à l'intérieur. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Ou mettre des composantes usagées encore là. Puis ça, les composantes usagées s'en viennent de plus en plus importantes puisqu'il y a des manufacturiers qui ne sont pas capables de fournir des pièces neuves pour des véhicules plus âgés, mettons comme des Chevrolet Spark ou... Oui, c'est le cas de Chevrolet présentement. Même les concessionnaires nous appellent pour des pièces puis la reprogrammation de certaines composantes usagées, dans le cas des Chevrolet Volt même, parce que il y a plusieurs véhicules dans le cours qui sont là depuis des mois. Donc, la seule solution, c'est de mettre des pièces usagées. Est-ce possible sur un Tesla Model S de passer d'une batterie 70 à une 85, 90 ou 100? Pouvez-vous nous donner une idée des coûts? Quelles sont les probabilités que la batterie ou le moteur sur une 70D fasse défaut après, disons, 10 ou 15 ans? Donc, oui, c'est possible. Sur les Model S et Model S de 2012 à 2020 et Model X 2016 à 2020, ils ont toutes la même packaging de batterie. Donc, on peut mettre à peu près n'importe quelle version de batterie puis changer la configuration pour que le véhicule accepte ce batterie pack-là. Donc, oui, c'est possible, exemple, de passer d'une batterie 60 kWh à une 85 ou une 90 ou même une 100. Encore là, c'est du cas par cas. Il faut regarder la dégradation de la batterie du client. Regarder puis après ça ce qu'on a de disponible comme batterie et à quel prix. Et ensuite, en l'échange de la batterie, plus le changement de la configuration, tout ça. Donc, mais je veux dire, c'est rare que les gens vont opter pour upgrader leur batterie plutôt que changer de véhicule, mais c'est possible et on en a déjà fait. Même chose pour les Model 3, c'est possible de changer les batteries ou les moteurs pour upgrader le véhicule d'un SR+, en long range dual performance, exemple. Donc, c'est possible, mais encore là, est-ce que ça vaut vraiment la peine en ce moment avec le prix des batteries, la disponibilité, puis ils perdent sa garantie? Fait que là... Ça dépend. Il y a des clients qui tiennent vraiment à leur véhicule, ils ont personnalisé, ils ont fait beaucoup de modifications sur leur véhicule. Puis pour eux, ce serait contraignant de changer de véhicule complet. Donc, il y a mieux des fois le faire modifier, donc ça peut être super intéressant. Comme exemple, passer d'un SR+ à une performance long range 4 roues motrices, ça peut coûter comme 18 000 fait que c'est quand même intéressant. Combien, toujours dans le changement de batterie, combien coûte approximativement le remplacement d'une batterie Nissan Leaf 24 kWh par une batterie 62 kWh? Êtes-vous en mesure de faire les remplacements de batterie? Donc, oui, dans le cas qu'on a des batteries disponibles. Donc, le seul moyen d'avoir des batteries de 62 kWh de disponibles, c'est de les acheter de véhicules perte totale, des batteries usagées, parce que chez le concessionnaire, la batterie de 62 kWh se vend le prix du véhicule neuf, ce qui ne fait aucun sens. Donc, là, c'est de mettre la main sur des batteries de 62, 40 ou 62 kWh. On a une liste d'attente des années. On réussit à mettre la main sur quelques batteries par année, 2, 3. À un bon prix pour être capable de revendre. Mettons, passer d'une Leaf 2013, on va dire 24 kWh à une 62 kWh, ça va coûter dans les environs de 15 000 donc, on en fait. On a des clients qui adorent cette solution, mais il y a vraiment une surenchère aussi dans les encans parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça un peu partout au travers le monde, de changer leur batterie pour upgrader le Nissan Leaf. Fait que c'est possible, mais attendez pas après ça. Justement, on a une longue liste, puis c'est tellement difficile de trouver des batteries que c'est pas la solution aujourd'hui qu'il faut viser. Peut-être un jour, on en aura plein et on pourra le faire, mais là... Pour l'instant, il n'y a pas de solution facile et rapide. Non.
Donc là, j'ai 2 questions combinées en une, mais on va parler du liquide de refroidissement pour les Hyundai Ioniq 5. Est-ce que c'est vraiment dispendieux à remplacer? Est-ce que c'est vraiment requis aux 60 000 km? Donc, le remplacement, ça fait plusieurs fois que je me fais poser cette question-là. Donc, le remplacement d'antigel sur la Ioniq, justement, ils ont développé un antigel basse conductance. Je pense que c'est vraiment pour la batterie, si dans le cas qu'il y a une fuite dans la batterie d'antigel, pour pas justement que ça crée des problèmes ou que ça diminue le risque, ils ont développé un nouvel antigel. Bon, bien sûr, ils veulent qu'on remette cet antigel-là. Et là, si le manufacturier, lui, oblige à remplacer, on est comme captif de ça. Donc, c'est un peu, pas un arnaque, mais je veux dire, présentement, c'est les seuls à avoir l'antigel. Puis, on est obligé de le faire. Donc là, les clients se retrouvent un peu pris. C'est sûr qu'il y a d'autres compagnies qui vont sortir un antigel équivalent, mais c'est juste une question de temps. Donc, il faut peut-être être patient, mais c'est sûr que si on est obligé pour la garantie de faire remplacer l'antigel, il n'y a pas d'autre solution que de la faire remplacer, malheureusement. Le client demandait est-ce qu'une simple inspection de liquide ne devrait pas plutôt être faite? Puis c'est oui, mais c'est ce qu'on dit, si le manufacturier oblige pour la garantie. Puis quand la garantie sera terminée, bien, le client pourra décider de faire juste une inspection du liquide et le remplacer au besoin. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Merci d'avoir posé des questions super pertinentes. Puis si jamais vous voulez qu'on refasse une deuxième partie, laissez-nous le savoir, ça va nous faire plaisir. Merci. Merci, Ali. Bye.